Bienvenue et sans filtre, ici, au Parlement européen. Notre invité aujourd'hui est Karim Zeribi, ancien député européen français et analyste reconnu des relations internationales. Il intervient régulièrement dans les médias en France et en Algérie. Présent à Alger lors de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine 2025, il nous apporte son éclairage sur les forces et les limites de ce grand rendez-vous pour l'intégration africaine et il nous aidera à comprendre ce que ces dynamiques signifient pour l'avenir du partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Karim Zeribi, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, quel bilan tirez-vous de cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine qui a eu lieu donc à Alger du 4 au 10 septembre? Écoutez, ce bilan est très positif. Lorsque l'on regarde les chiffres qui émanent de cette 4e édition, l'IATF 2025, qui s'est déroulée à Alger, dans la capitale algérienne, on peut constater qu'il y avait 60 000 visiteurs, 2200 exposants, des centaines d'experts, d'entreprises africaines, 132 pays représentés, donc 47 pays africains, mais 132 pays représentés donc de par le monde, avec un chiffre qu'il faut retenir et qui est fondamental, 48 milliards et demi de contrats signés donc, lors de cette IATF 2025. C'est un record, puisque les précédentes éditions sud-africaines et égyptiennes, l'IATF ayant eu lieu 2 années de suite en Égypte, au Caire, donc l'Algérie a battu tous les records. On ne peut que s'en satisfaire donc pour le continent africain, car il s'agit, je dirais, d'animer, de dynamiser cette zone de libre-échange donc intra-africaine qui doit favoriser à la fois la production africaine, mais aussi les échanges, le business, le commerce à l'intérieur du continent africain pour être moins dépendant des autres continents et pour faire en sorte que l'Afrique puisse, je dirais, donner un avenir à la fois à sa jeunesse, au peuple et une prospérité à ses entreprises. C'est une belle édition à laquelle j'ai participé en tant que modérateur sur une table ronde, mais aussi avec une délégation de la diaspora algérienne, une délégation, je dirais, internationale, composée de 100 personnes. Donc nous n'en retenons que des points positifs et nous espérons que cette dynamique africaine se poursuivra au cours des semaines, des mois et surtout des années à venir. C'est vrai que 48 milliards d'euros de contrats donnent un tournis. Mais Karim, cette 4e édition n'a pas eu que des points positifs. Il y a eu des points négatifs? Moi, je n'ai pas vu, dans le cadre de cette IATF 2025, de points négatifs. Il faut quand même saluer l'organisation algérienne, qui a été parfaite, avec un centre international des congrès qui ferait envie à bien des capitales européennes, il faut le dire, une capacité d'hébergement de qualité, et j'en veux pour preuve des gens qui évoquaient déjà vouloir revenir en Algérie pour poursuivre une démarche de relations de business avec les entreprises algériennes qui sont très dynamiques et qui peuvent bénéficier d'une législation algérienne donc très attractive pour produire Made in Algeria. Je crois que l'Algérie est une boussole pour le continent africain. C'est une puissance méditerranéenne, c'est une puissance africaine, mais qui a décidé de faire état d'une grande souveraineté. Donc à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan culturel. Et c'est aussi aujourd'hui l'ambition du continent africain. Il faut construire, fabriquer donc, et édicter un récit qui soit africain. Ne plus subir le récit des anciens pays colonisateurs. Pour cela, il faut aborder la décolonisation de manière globale. C'est ce que fait le continent africain. J'en suis très heureux avec l'Algérie comme boussole, comme leader. Donc il faut le dire. Vous allez me dire qu'on a décidé du lieu de la 5e édition. Je ne sais dans quel pays africain. Mais vous pensez... Lagos, capitale du Nigeria, donc ce sera la prochaine édition. Encore un autre grand pays. De l'IATF, encore un autre grand pays. De l'Afrique, le Nigeria en l'occurrence. Vous pensez que cette foire commerciale intra-africaine va booster le commerce entre pays africains? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif de cette zone de libre-échange, la ZECLAF, qui a été créée par l'Union africaine, une zone de libre-échange pour favoriser l'échange, je dirais, le commerce entre pays de l'Union africaine. Donc, et c'est fondamental parce que
On a trop subi, à un moment donné, le pillage des ressources africaines, des matières premières africaines transformées en Occident, transformées en Asie, dont ne bénéficiaient pas les Africains. Il faut que cela cesse. Il faut aujourd'hui que les matières premières africaines soient transformées en Afrique, sur le continent, en proposant des emplois aux Africains, à cette jeunesse qui est aujourd'hui diplômée, formée et qui ne peut pas aller chercher l'Eldorado ailleurs. C'est un enjeu aussi migratoire que le développement du commerce africain. On ne peut pas dire aux Africains que finalement ce territoire est peut-être un des plus riches sur la planète, mais il ne peut pas bénéficier de ces richesses. Ce serait une forme de néocolonialisme économique qui est inacceptable. Donc ce message qui est envoyé par l'Union africaine, par l'IATF 2025, par l'Algérie, leader de ces pays africains, c'est un message de souveraineté, d'indépendance, mais à l'échelle globale, pas simplement politique. Il faut aujourd'hui que ce rayonnement africain soit économique et culturel, parce que de par le monde, vous avez des artistes africains qui font rêver l'ensemble de la jeunesse sur la planète. Il faut aujourd'hui que cela bénéficie aux pays africains. C'est un enjeu colossal, c'est un enjeu de géopolitique, de reconfiguration des rapports de force. Ça ne veut pas dire se fermer, se replier sur soi, ne plus travailler avec l'Occident, avec l'Asie, bien au contraire. Mais ça veut dire redéfinir des règles gagnant-gagnant, d'égal à égal et de confiance restaurée. Ce qui quand même tarde à venir parce qu'on a vu des tentatives de les anciens pays colonisateurs, mais pas que, d'autres puissances venir continuer de piller les ressources africaines sans faire en sorte que les Africains bénéficient eux-mêmes. Ça n'est pas acceptable, cela doit cesser. C'est le message qui est envoyé par l'IATF. Dans ce contexte, Karim Zeribi, et sans filtre, s'il vous plaît, dites-le-moi, qu'attend l'Union africaine, les pays africains de l'Union européenne? Des accords bilatéraux gagnant-gagnant, j'en veux pour preuve. L'Union européenne a un accord d'association avec l'Algérie qui a été élaboré donc en 2002, en avril 2002 pour être précis, et qui a été signé, qui a été plutôt, je dirais, mis en œuvre en 2005. Donc cela fait 20 ans que cet accord d'association existe entre l'Union européenne et l'Algérie. Il y a un conseil d'orientation, donc, et il y a un comité pour cet accord d'association. Et qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on peut analyser? Est-ce qu'aujourd'hui, la production algérienne s'exporte en Europe? La réponse est non. Aujourd'hui, on a 47 milliards d'échanges entre l'Union européenne et l'Algérie, 30 milliards d'exportations algériennes. Ce sont à 95% des hydrocarbures, donc, et pas de produits ni industriels ni agroalimentaires, donc, et 17 milliards de produits de l'Union européenne qui rentrent sur le sol algérien, donc, par des importations algériennes. Aujourd'hui, il faut un accord beaucoup plus équilibré. Il faut accepter du côté de l'Union européenne les entreprises algériennes qui produisent. Il faut accepter leurs produits. Il faut que cet accord, je dirais, d'échange, cette balance commerciale soit beaucoup plus équilibrée hors hydrocarbures. Or, aujourd'hui, la principale exportation des Algériens, c'est l'hydrocarbure. Et ça n'est pas suffisant. Il faut aujourd'hui, encore une fois, que des produits agricoles, agroalimentaires, industriels, algériens, fabriqués en Algérie, made in Algeria, des produits de qualité, aux normes internationales, puissent rentrer sur le sol européen sans avoir d'embûches, aussi par le biais d'un accord cadre qui est celui du PAN Méditerranée qui existe. C'est un accord qui a été signé pour favoriser l'ensemble des pays du bassin méditerranéen, Algérie y compris, dans le business avec l'Union européenne. Il faut activer de nouveaux mécanismes. L'Algérie souhaite la remise, je dirais, en discussion, en négociation de cet accord d'association. L'Union européenne traîne un peu des pieds car il était très avantageux pour l'Union européenne. Cet accord, il faut aujourd'hui le remettre à plat, rediscuter. Votre passage aujourd'hui d'égal à égal. Votre passage aujourd'hui à Bruxelles, ici au Parlement européen, c'est ce message. A une relation aussi avec c'est une petite crise que les deux partenaires, que sont d'une part l'Algérie et d'autre part l'Union européenne, vivent depuis quelques mois suite à la demande de l'Algérie de réévaluer l'accord d'association. Et avant de répondre, Karim Zeribi, pour être précis, l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne a été paraphé en 2002 et il a été mis en vigueur en 2005. Tout à fait. Vous êtes ici aujourd'hui à Bruxelles pour essayer un petit peu d'aplanir,
allez, de dialoguer. Hein. C'est le propre de l'Union européenne, le dialogue. J'aime ce terme que vous utilisez, Lila Lefebvre, concernant la relation entre l'Union européenne et l'Algérie. Je crois qu'il faut réamorcer un dialogue, une discussion, donc, et de la manière la plus saine possible, d'égal à égal. Il faut aujourd'hui que cet accord d'association soit révisé. Et mon message à tous les parlementaires que je rencontre, c'est d'expliquer que l'Algérie bouge, l'Algérie avance, l'Algérie se réforme, elle produit aujourd'hui en son sein, et pas simplement des hydrocarbures, elle produit dans le domaine industriel, dans le domaine agricole, dans le domaine agroalimentaire. Et il faut que l'Union européenne entende ce message, qui est le message, j'ai envie de dire, plus globalement de l'Afrique, mais plus particulièrement de l'Algérie. Nous souhaitons aujourd'hui, en tant que franco-algérien, pour ce qui me concerne, mais en tant que franco-africain plus largement, que l'Union européenne aborde la relation avec le continent africain de manière plus, je dirais, saine, sans domination, sans outrance, sans arrogance. Et il faut des accords, je dirais, gagnant-gagnant. Et l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, s'il doit être révisé, c'est en ce sens. Ça veut dire équilibrer les accords commerciaux, le business, avec une démarche qui consiste à accepter les produits de l'Union européenne sur le sol algérien, mais accepter les produits algériens sur le sol de l'Union européenne. Donc, et qu'il n'y ait pas de conflit, de polémique, de tension autour de cette réalité. Cela signifierait une acceptation, un respect de la part de l'Union européenne, de la souveraineté des États africains et de ce grand pays qu'est l'Algérie. Le plus grand par sa superficie du continent africain, le 10e plus grand pays au monde, le 7e producteur de gaz, le 17e producteur de pétrole, une puissance agricole, l'Algérie, donc en devenir, donc une puissance industrielle, quasiment 1 800 000 universitaires algériens donc, qui travaillent aussi sur le domaine de l'intelligence artificielle, des start-up. Ce pays est un pays avec lequel l'Union européenne doit travailler dans une relation de confiance et de respect. Donc l'accord d'association, qui date de 2005, vous l'avez dit, qui a été paraphé en 2002, donc, doit être révisé en ces termes. C'est un message que je viens faire passer de manière sereine en tant qu'ancien parlementaire européen, respectueux aussi des relations qui doivent exister entre l'Union européenne et le continent africain, et entre l'Union européenne et ce grand pays qu'est l'Algérie. Et d'ailleurs, je vais vous dire, l'accord d'association ne contient pas que des enjeux de business, il y a des enjeux aussi de dialogue, de sécurité de la région, notamment sahélienne, avec, on le sait, une Algérie qui est garante donc d'une lutte contre le terrorisme. Après 10 années noires passées sur le sol algérien, je peux vous dire que l'Algérie est aguerrie à la lutte contre le terrorisme. Et cette lutte-là, elle est utile aux pays du continent européen, notamment dans les échanges donc de service à service, avec aussi une puissance militaire algérienne, la 24e au monde, donc, qui peut être, je dirais, une garantie donc, de sérénité, de tranquillité pour les Européens. Mais pour cela, il faut aller sur le chemin du respect mutuel. Ce n'est pas vraiment notre sujet, Karim, hein, la problématique de l'accord d'association. Un accord qui a été conclu avec plusieurs pays africains du Nord qui ont pour partage la Mare Nostrum, hein, notre mer à tous, le bassin méditerranéen. Mais permettez-moi de revenir à cette foire commerciale et à sa 4e édition. Vous pensez que son essor, l'essor de cette foire pourrait être perçu par l'Union européenne comme une opportunité ou comme une concurrence, comme un frein ou comme un mobile? Je crois qu'elle doit être perçue comme une opportunité, à n'en pas douter, et non comme une concurrence. Parce que, qu'on le souhaite, qu'on le veuille ou pas, les pays du continent africain vont se développer donc, et vont devenir des pays producteurs de richesses, donc dans l'intérêt de leur peuple et de leur jeunesse. Et l'Union européenne doit se positionner en partenaire. Parce qu'il y a, encore une fois, des accords gagnant-gagnant à trouver entre l'Union européenne, à laquelle j'ai contribué en tant que parlementaire, mais aussi l'Union africaine qui doit, de mon point de vue, politiquement, construire les États-Unis d'Afrique. Donc une organisation politique, une organisation qui doit aussi avoir une zone de libre-échange qui n'aurait plus de droits de douane à l'intérieur du continent africain, mais des droits de douane aux frontières du continent africain avec les autres continents, dont les pays de l'Union européenne. Donc,
il en va aussi de l'avenir de l'Union européenne, qui est un continent plutôt vieillissant sur le plan démographique, qui n'a pas toujours été bien traité par l'Asie, qui est un peu sous le joug des États-Unis, je le regrette personnellement en tant qu'Européen, et qui doit donc se tourner vers l'Afrique avec respect et pas avec arrogance, pour nouer un partenariat durable, un partenariat gagnant-gagnant qui permette à la jeunesse africaine, au peuple africain d'avoir un avenir et aux entreprises européennes de se développer dans une démarche de coproduction. Voilà un mot qui est important, la coproduction euro-méditerranéenne, euro-africaine. Si on va vers des co-investissements qui permettent à l'Afrique de se développer, donc la jeunesse africaine trouvera son bonheur et son avenir dans son pays, donc dans leur pays, sur leur continent. Et en même temps, ça bénéficiera économiquement à la prospérité des entreprises européennes. Du gagnant-gagnant, je ne vois que cette issue entre l'Union européenne et l'Union africaine. En tout cas, c'est ma philosophie. Je militerai et je défendrai toujours cette position, avec, si vous me le permettez aussi, un mot sur le Maghreb. Je crois que l'Union du Maghreb mériterait d'être réactivée. Nous avons des pays du Maghreb qui sont des pays frères, des peuples qui sont des peuples frères et qui ne doivent pas se diviser. C'est fondamental. Et même s'il y a des tensions au sein des pays du Maghreb sur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, moi je défendrai toujours l'union du Maghreb, la fraternité entre les peuples du Maghreb, marocains, algériens, tunisiens, mauritaniens, donc, et une moindre mesure libyens, même si l'instabilité libyenne pose question et peut nous inquiéter par moments. Il faut que les trois pays du Maghreb que j'ai évoqués, Tunisie, Algérie, Maroc, aillent vers une démarche plus intégrée, encore une fois, en matière de business, en matière d'échange, parce qu'ils partagent tellement de choses, ces trois pays du Maghreb. Et moi, j'aimerais effectivement sans doute une union du Maghreb. Là aussi, c'est peut-être 2 points de PIB, et c'est pas rien, 2 points de PIB pour chaque pays du Maghreb, dans un contexte géopolitique bouleversé, en pleine recomposition. Sans pour autant coercer quiconque. Vous avez parlé du Maghreb central d'abord, mais il y a une autre initiative pour essayer un peu de colmater les brèches de cette union du Maghreb qui a avorté malheureusement. On parle aujourd'hui d'unir d'abord l'Algérie, la Tunisie et la Libye, puisqu'il y a ce problème, pour dire les choses de manière très franche, il y a ce problème du Sahara occidental, qui pose problème à 2 grandes nations que sont donc le Maroc et l'Algérie. Oui, mais la question du Sahara occidental ne doit pas diviser les peuples, marocains et algériens. Je m'y refuse. C'est un sujet qui est éminemment politique et qui d'ailleurs n'enferme pas la relation algéro-marocaine sur le plan politique et diplomatique. C'est un sujet qui est celui des Nations Unies, avec un envoyé spécial. Et c'est un sujet qui est celui de l'Union africaine. Donc, laissons-le à ce niveau-là, le sujet du Sahara occidental, avec une réalité qui est celle de trouver une issue, mais qui ne met pas en tension les peuples marocains et algériens, qui sont des peuples frères, je le répète. Et on doit respecter la position politique de ces nations-là, de ces grandes nations, et même si on n'est pas d'accord en tant qu'Algérien avec la position marocaine ou en tant que Marocain avec la position des Nations Unies, et pas simplement algérienne, je ne veux pas enfermer la relation du Sahara occidental dans la relation algéro-marocaine, ce serait une erreur, et ce serait attiser les tensions. Je ne serai jamais celui qui attise les tensions entre les peuples algériens, marocains et tunisiens. Encore une fois, je le dis, je le répète avec force et conviction, ce sont des pays frères, des peuples frères. Et le président Tebboune le rappelle souvent. Il dit que le peuple marocain n'est pas un peuple opposé au peuple algérien. Donc, il faut entendre aussi ce qui se dit au plus haut niveau. Ensuite, qu'il y ait des désaccords, quelques, tensions diplomatiques, ça fait partie des relations. Et même au sein d'une même famille, on peut ne pas être d'accord et avoir des désaccords. Encore une fois, c'est sur le terrain des Nations Unies que cette question doit se régler. Mais elle ne doit en rien, mettre de l'huile sur le feu ou créer des tensions entre des peuples, des pays qui sont des pays frères. Et moi, je le vois comme ça, même au sein de la diaspora africaine en Europe, la diaspora maghrébine en Europe et en France en particulier, il ne faut pas que nous succombions aux tensions entre nous. Ce serait faire le jeu de l'extrême droite et de ceux qui veulent nous diviser, là où nous devons être unis sur l'essentiel, pas sur tout, mais sur l'essentiel. Karim Zeribi, s'il y a un message, un seul, à adresser à vos collègues ici au Parlement européen, les eurodéputés, 700
701 eurodéputés, si je ne m'abuse. Oui. Mais aussi aux autres décideurs européens, les commissaires, au niveau de l'exécutif et même au niveau du Conseil de l'Union européenne, par rapport à leur sœur qui est aujourd'hui l'Union européenne, l'Union africaine. Moi, j'envoie un message à la Commission européenne, aux 701 parlementaires européens, aux États membres de l'Union européenne. Respectez l'Afrique. Faites en sorte que ce continent qui va s'éveiller, tôt ou tard. J'allais vous dire, on disait à un moment donné, quand la Chine s'éveille, Alain Perfit. Et aujourd'hui Alain Perfit, 1973. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Je dis en 2025 que quand l'Afrique s'éveillera, elle sera une grande puissance à l'échelle de la planète. Est-ce qu'il faut être partenaire de ce grand continent ou est-ce qu'il faut le voir comme un concurrent? À n'en pas douter, la Commission européenne, les parlementaires européens, les États membres doivent voir l'Afrique comme un partenaire. Et pour le voir comme un partenaire, accepter son émancipation. Accepter que le processus de décolonisation soit global, aille au bout. N'essayez pas de piller les ressources, je dirais aujourd'hui premières, donc du continent africain. Aidez-le avec des co-investissements, avec de la coproduction à se développer. Faites en sorte que la jeunesse africaine ait un avenir en Afrique. Et si les Européens comprennent ce message-là et agissent de la sorte, il y aura une relation, un pont entre l'Union européenne et l'Afrique, là où certains veulent élever des murs. Je ne serai jamais du côté de ceux qui veulent élever des murs, je serai toujours du côté de ceux qui veulent construire des ponts solides et durables entre nos deux continents. Karim Zeribi, avant le début de cette émission, et elle le permet, cette émission, je vous ai demandé de choisir 2 thématiques de l'actualité internationale. Vous avez d'abord choisi de parler de ce qui s'est passé depuis le 9 septembre, encore aujourd'hui, et jusqu'au 22 septembre, puisque c'est la date qui va culminer sur un sommet organisé, proposé par la France et l'Arabie saoudite par rapport à la reconnaissance de l'État de Palestine. Oui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la Palestine. Il y a une Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement jusqu'à la fin du mois et qui devrait voir une reconnaissance plus importante encore que les 147 pays qui, à ce jour, ont reconnu l'État palestinien aux Nations unies, puisque la France a décidé de prendre une initiative avec l'Arabie saoudite. Je trouve que cette initiative est salvatrice. Elle revêt d'un symbole fort, mais elle n'est pas suffisante. Et je me permets de dire que la reconnaissance d'un État palestinien sans un cessez-le-feu global, sans des mesures d'embargo, de rétorsion contre un État génocidaire, Israël, n'aurait pas grand sens. Et il faut aujourd'hui que la France, que l'Union européenne, qui a un accord d'association avec Israël depuis le 21 juin 2000, cela fait 25 ans qu'il y a un accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Un accord d'association qui permet à Israël de bénéficier à la fois de subventions de l'Union européenne, mais aussi d'échanges très importants pour Israël. Il faut aujourd'hui que l'Union européenne, au nom de l'article 2 de cet accord d'association avec Israël, qui date de juin 2000, cet article 2 qui parle des droits humains, qui sont totalement bafoués aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie, en Palestine. Il faut aujourd'hui que l'Union européenne prenne une décision, c'est de mettre un terme à cet accord d'association et créer une forme d'asphyxie économique du côté d'Israël pour faire cesser cet État génocidaire dans son action suicidaire pour la région et qui veut éradiquer le peuple palestinien. Je suis scandalisé depuis des mois par ce que subit le peuple palestinien, avec une impuissance occidentale, avec le soutien des États-Unis d'Amérique de Donald Trump, un soutien qui est dramatique, qui est ignoble. Et d'ailleurs, il y a même des Trumpistes. J'en veux pour preuve un de vos, collègues, si je peux parler ainsi, ancien journaliste de Fox News, Tucker Carlson, Trumpiste, on le sait, qui dit aujourd'hui la souveraineté des États-Unis est en danger par une ingérence israélienne. Il en va de la souveraineté, j'ai envie de dire, des États-Unis, que de sortir de ce soutien inconditionnel à un État génocidaire criminel. Il faut aujourd'hui respecter les décisions de la Cour internationale de justice, qui doit
mettre un terme donc, à ce que vit les peuples palestiniens. Donc l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël doit être stoppé. L'annonce, justement, Karim ça Zeribi. Ça n'est pas suffisant, la suspension annoncée par von der Leyen. Okay. Ça n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Vous anticipez, donc ça n'est pas... Elle a annoncé le gel partiel de l'accord d'association et la sanction d'un certain nombre de ministres extrémistes, entre guillemets, en Israël. Donc vous dites que ça n'est pas suffisant. Ursula von der Leyen évite de parler de Netanyahou, qui est à la tête de ce gouvernement génocidaire. Elle ne veut suspendre que partiellement l'accord d'association avec Israël. Il doit être suspendu en totalité. Il faut aujourd'hui que l'Union européenne démontre son soutien pour les droits de l'homme, pour les droits les plus élémentaires, pour le respect du droit international, qui est bafoué. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est l'éradication du peuple palestinien, Madame Lefebvre, mais c'est aussi la possibilité pour Israël de frapper le Liban, la Syrie, l'Iran et maintenant le Qatar, pays allié des États-Unis, où une base militaire américaine est en place. C'est de la folie. On est en train de déclencher une troisième guerre mondiale avec un pays qui s'appelle Israël, qui est génocidaire et qu'il faut arrêter immédiatement. On n'a plus beaucoup le temps. C'est un message qui est important que je voulais faire passer. Absolument. Mais très vite, cette fois-ci, une autre thématique que vous avez choisie. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes, j'allais dire, un cas d'école très rare, Karim Zeribi, à mon sens. Vous êtes français de sang et de sol, mais vous êtes aussi algérien de sang et de sol. Et vous vous inquiétez de la crise franco-algérienne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quand on est français et algérien, comme je le suis, avec cette double appartenance, on a envie de voir ces deux pays trouver l'issue d'une relation basée sur la confiance, l'apaisement et le respect. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et je le déplore. Je le déplore parce que trop de politiques français font de l'Algérie un enjeu de politique intérieure, en faisant preuve d'arrogance et en traitant l'Algérie comme si elle était encore un département français. Or, l'Algérie, depuis 1962, c'est un grand pays qui, grâce aux martyrs, 1,5 million de martyrs, faut-il le rappeler, ont permis à l'Algérie d'être indépendante et souveraine. Il faut aujourd'hui changer de politique du côté français, reconnaître l'histoire dans sa globalité, sans faire preuve de repentance, reconnaître l'histoire pleine et entière de la colonisation qui est un drame absolu. Et puis derrière, aller sur le terrain du respect, de la relation gagnant-gagnant, et ne plus traiter l'Algérie comme un pays qui ne serait pas une puissance méditerranéenne, qui ne serait pas une puissance africaine. Donc le président Macron doit reprendre attache avec le président Tebboune et faire preuve d'une forme d'humilité pour dire à l'Algérie, nous voulons une relation de confiance basée sur, je dirais, des rapports gagnant-gagnant. C'est ce que nous attendons tous, et pas simplement les franco-algériens. L'ensemble des Français, et j'en suis convaincu, ne sont pas sur la ligne des Bruno Retailleau, droite extrême et de l'extrême droite française. Il faut nouer une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Il est temps de cesser de perdre du temps. C'est le message là aussi que je fais passer donc, à la France, à son gouvernement, au nouveau Premier ministre, donc, qui prend ses fonctions, qui doit nous-mêmes les affaires étrangères et qui doit renouer la relation avec l'Algérie. C'est au plus haut niveau que cette relation doit se nouer. Président Tebboune, le président Macron, c'est eux qui doivent traiter de cette relation. On ne doit pas traiter ça à un autre niveau. C'est le message que je veux faire passer à votre antenne aujourd'hui. Karim Zeribi, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.